Bonjour et bienvenue à la sixième webinaire du Forum financier. Pour rappel, nous vous encourageons à poser vos questions via la zone QR que vous accédez selon ce chemin-ci, la petite bulle. Ensuite, vous pouvez entrer votre question dans la petite zone en dessous de Demander à et ensuite appuyer sur Envoyer. Et à la fin du séminaire, vous pourrez demander votre attestation d'une façon plus simple que précédemment, en mentionnant simplement atteste ou attestation dans cette même zone QR. Vous pourrez consulter les slides en temps réel. Vous aurez également un lien pour les suivre par la suite via ce code QR. Alors, il y a peut-être dans l'assistance des gens qui ont participé au webinaire précédent, celui de Peter de Keyser, et qui ont manifesté une certaine déprime parfois, qui ont été impressionnés par le ton un peu pessimiste de Peter de Keyser. Alors, je les félicite d'autant plus de s'être inscrite à un webinaire, ce webinaire-ci, qui comporte un titre que nous avons, je dirais, volontairement dramatisé. En fait, aujourd'hui, nous ne visons qu'une chose, c'est mettre sur la table des éléments chiffrés qui vont nous parler des dépenses de l'État, des pensions essentiellement, les soins de santé, les sources de financement qui dépendent de la croissance économique, de la productivité, de la taille de la population active, du taux d'emploi et du taux de fécondité également, ainsi qu'à la capacité aussi des finances publiques à combler le gap. Les études qui ont été publiées avant la crise sanitaire montraient déjà clairement l'ampleur du défi que constitue le vieillissement. Et à l'évidence, le Covid ne rend pas les choses plus faciles et peut-être même rend ce défi encore plus colossal. Alors, est-ce que ce défi va être insurmontable? Ça, c'est impossible à dire, mais une chose est sûre, c'est pour ça qu'on fait ce séminaire, si on veut avoir une chance de battre son adversaire, il faut accepter de regarder en face. Nous avons donc deux experts du bureau du plan. Il y a Philippe Donnet, qui a 45 ans, diplômé de l'UCL. Il a débuté sa carrière comme macroéconomiste à la Banque de Grove, avant de prendre la direction du CEPES pendant 3 ans. Ensuite, on le retrouve en tant que chief économiste auprès de la FEB. Et à partir de 2008, il va entamer un solide parcours de cabinet dans les cabinets ministériels en tant que chef cabinet près de Joël Milquet, qui était vice-premier ministre. En 2014, il est nommé commissaire au plan et il est également vice-président du comité d'études du vieillissement qui vient tout juste de sortir son dernier rapport et dont on va beaucoup parler. Mais pour introduire le sujet, nous aurons la future commissaire adjointe du bureau du plan, c'est un scoop qui vient d'être révélé à l'instant, et Madame Saskia Wemas, qui est diplômée de la KUL, qui est coordinatrice de l'équipe protection sociale, démographie et prospective économique, et elle est également membre du comité d'études sur le vieillissement. Il y a eu un petit malentendu et Madame Wemas était persuadée qu'elle allait faire son exposé en néerlandais. Elle vient très courageusement d'accepter le fait de le faire en français, donc je demande la mansuétude de tout le monde pour le fait qu'elle n'ait pas pu préparer cette intervention correctement en français. Madame Wemas, à vous. Merci, Monsieur Léon. Donc, bienvenue sur ce webinaire, mais comme vous pouvez l'entendre, je suis néerlandophone, alors pardonnez-moi pour toute erreur linguistique que je pourrais faire. J'ai pas pu préparer en français, donc je ferai de mon mieux et on verra comment ça va se passer. Commençons avec le titre. Est-ce qu'on peut répondre à cette question tarifiante, je dirais? Non, parce que on ne prétend pas de faire des prévisions. On ne prétend pas de faire des prévisions. Beaucoup dépend de la vérité. Si la vérité va correspondre avec le trajet qu'on va montrer ici, parce qu'on a deux principes. On part d'une politique constante et ça c'est évident que ça ne va pas se réaliser une politique constante parce que les législatures consécutives vont adapter la politique continue. De l'autre part, on a le principe de faire des hypothèses à long terme, mais qui sont entourées avec beaucoup d'incertitudes et certainement maintenant avec la crise Covid. Donc, ces résultats de cet exercice ne sont qu'un instrument pour alimenter le débat public
et un instrument d'aide à la décision politique. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse claire à ce titre, à cette question tarifiante, mais regardons d'abord, je pense que vous allez trop vite, Monsieur Léon. Est-ce que vous pouvez aller à l'arrière? Voilà. Je pense qu'on peut regarder comment les projections à long terme sont réalisées pour estimer le coût budgétaire du vieillissement. Et peut-être que ça peut vous aider à trouver une réponse ou une partie de la réponse sur cette question dans le titre. Donc, les perspectives de long terme, donc le rapport du CEV, donc le Comité d'études sur le vieillissement, est fait annuellement et c'est une rédaction de rapport. Non, à l'arrière, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, nous publions chaque année un rapport sur les conséquences budgétaires et sociales du vieillissement. Le rapport intègre toutes les mesures émulguées et décidées en ce qui concerne les dépenses sociales. Le rapport tient aussi compte des perspectives démographiques 2019-2070 et c'est une actualisation des perspectives qui était publiée juste avant la crise. Donc, on a fait une actualisation. Donc, le bureau du plan, avec une coopération de Stadel, a fait une actualisation de cette projection démographique en juin pour tenir compte de cette crise. Et on tient aussi compte pour la période de moyen terme des perspectives économiques 2020-2025, qui est aussi sortie, une publication sortie en juin 2020. Comme je viens de dire, il s'agit des projections à long terme, pas de prévisions. Les hypothèses, j'ai déjà mentionné. Mais c'est important on trouve important qu'on fait des analyses de sensibilité parce que c'est pour nuancer les réponses qu'on donne dans le scénario de référence. Slide suivant, oui, merci. Donc, regardons d'abord les hypothèses les plus importantes. Les perspectives démographiques tient compte des hypothèses en ce qui concerne la fécondité, l'espérance de vie et le solde migratoire, avec le résultat que la population augmenterait de 11,5 millions de personnes en 2019 jusqu'à 12,7 en 2070. C'est une augmentation assez modérée, mais c'est surtout la structure de la population qui va changer. Et ça, on peut voir dans l'évolution du coefficient de dépendance des âgés, c'est-à-dire on prend la population de 67 ans et plus par rapport à la population à l'âge actif. Donc, ce coefficient passe de 26,6% en 2019 jusqu'à 42% en 2070. Puis, on a les hypothèses socio-économiques. C'est la modélisation des taux d'activité et la modélisation de la transition d'un statut socio-économique vers l'autre statut. Donc, on passe de l'emploi vers l'invalidité ou de l'invalidité vers la pension. Et pour faire cette modélisation, on a adapté cette modélisation pour tenir compte des réformes qui sont déjà décidées. Par exemple, le relèvement de l'âge de la pension légale à 66 et 67 ans. Donc, ça va entraîner très probablement plus d'invalides à un âge élevé. Puis, on a les hypothèses de la politique sociale, c'est-à-dire ça concerne les revalorisations réelles des dépenses sociales. Et ici, donc pour la période 19-20, on prend la législation actuelle. Par contre, à long terme ou à partir de 21, on utilise les paramètres qui sont décidés dans le pacte de génération pour déterminer l'enveloppe théorique de bien-être, c'est-à-dire on applique 1,25%
en moyenne par an pour le plafond salarial et le droit minimum par année de carrière. On applique 1% par an pour les prestations forfaitaires et pour les minima et un demi% par an pour les autres prestations non forfaitaires. En ce qui concerne les hypothèses macroéconomiques, pour le moyen terme, on part des prévisions économiques, prévisions économiques 2020-2025 de juin du Bureau du Plan, qui tient compte de la crise sanitaire qui affecte fortement la croissance économique entre 2020 et 2025. Vous voyez que le PIB n'augmenterait que de 0,7% en moyenne par an pendant cette période de moyen terme. Le taux de croissance de la productivité par emploi et le taux de croissance de l'emploi ont une même contribution à cette augmentation du PIB. Ce n'est que 0,3% à moyen terme. À plus long terme, on suppose que le taux de productivité, le taux de croissance de la productivité va reprendre et va augmenter doucement jusqu'à 1,5% à partir de 2045. Donc, sur toute la période de 50 ans, on a une hausse de la productivité on a une hausse de la productivité d'1,2% en moyenne par an. Si on combine cette augmentation de la productivité avec l'augmentation de l'emploi de 0,2%, on atteint un taux de croissance de 1,4% de PIB à long terme. Le taux de croissance de l'emploi va augmenter de 68,9% en 2019 et ça évoluerait jusqu'à 75% en 2070. Le taux de chômage démarre à 8,9% en 2019. Il atteint un maximum en 2021 avec 11,5% et puis il retourne au niveau de 19, c'est-à-dire 8,9%, qui est encore plus élevé que dans le cas qu'il n'y aurait pas eu cette crise. Sur le long terme, on garde le taux de chômage structurel de 7%, qui est maintenant atteint plus tard que dans le rapport de l'année passée. Donc, à partir de 2032, on atteindrait ce taux de chômage structurel. Oui. Regardons quelques résultats. Ici, on a les deux coefficients de dépendance selon la définition démographique et selon la définition socio-économique. La définition démographique prend juste la population âgée sur la population à l'âge actif et qui montre une augmentation de 57% en 2070 par rapport à 2019. Par contre, l'autre définition, la définition socio-économique, qui donne le nombre de bénéficiaires d'une pension par rapport au nombre de travailleurs, ça augmente un peu plus modéré que le coefficient de dépendance démographique, c'est-à-dire une augmentation de 33%. Mais ici, on voit très bien que la base économique pour le financement des pensions se réduit quand même fortement. Surtout si on sait que le financement des pensions est basé pour une grande partie sur un système de répartition. Ici, on voit les résultats des nouvelles estimations des dépenses sociales en pourcent du PIB. Donc, la première partie à la côté gauche est exprimée en pourcent du PIB. Et là, on voit directement à la dernière ligne que la totalité des dépenses sociales augmente fortement dans la première période, c'est-à-dire jusqu'à presque 30% en 2040,
pour après réduire lentement. Qu'est-ce que sont les générateurs de coûts? Ce sont surtout les pensions et les soins de santé à cause du vieillissement. Mais il y a aussi une augmentation des invalides qui se cachent dans les autres dépenses sociales. Mais là, il y a des compensations des dépenses de chômage parce que, comme on avait vu tantôt, on suppose un taux de croissance de long terme à 7% et on démarre à 8,9%. Donc, on a cette diminution des coûts des allocations de chômage. Et il y avait un autre facteur, mais j'ai oublié. Ah oui, oui. Les allocations familiales oui, vont aussi diminuer parce que les revalorisations réelles sont moins fortes que la croissance économique. La deuxième partie, non, excusez-moi, à l'arrière, s'il vous plaît, oui. La deuxième partie de ce tableau est exprimée en points de pourcentage et ça donne l'évolution des dépenses sociales entre 2 années. Donc ça, c'est vraiment la définition du coût budgétaire du vieillissement. On a, sur la dernière ligne, on voit directement que l'augmentation la plus forte se fait entre 2019 et 2040. Donc, on a un coût budgétaire de vieillissement de 5 points de pourcentage. Et puis, après, on réalise une diminution. Sur toute la période de 50 ans, on a une augmentation du coût budgétaire du vieillissement de 4,3 points de pourcentage. C'est 2,2 points de pourcentage plus élevé que dans le rapport de l'année passée et 3/4 est dû au niveau du PIB qui est beaucoup plus bas à moyen terme. Donc, c'est la crise. Et 1/4 est lié au fait qu'on a revu l'hypothèse du taux de fécondité à la baisse. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est important qu'on donne aussi des variantes, vu le fait que les hypothèses sont entourées avec beaucoup d'incertitudes. Et on a fait 2 variantes par rapport au taux de fécondité. Donc, on a ici une fécondité plus élevée par rapport à la référence du rapport. Et c'est le même taux de fécondité comme on avait noté, supposé dans le rapport du CV 2019, c'est-à-dire 1,85 enfants par femme à partir de 2030 par rapport à 1,73 dans le scénario de référence de cette année. Ça donne un coût du budgétaire du vieillissement qui est de 3,9 points de pourcentage par rapport à la base, c'est un peu moins. C'est surtout dû au fait que la population d'âge actif à terme, à plus long terme, est plus élevée à cause de ce taux de fécondité plus élevé. Ça veut aussi dire qu'on va avoir un niveau d'emploi plus élevé et par conséquent, un niveau du PIB plus élevé et le coût budgétaire du vieillissement, donc le poids de dépenses sociales dans le PIB va diminuer. Donc, c'est surtout un effet dénominateur. Dans le scénario 2 de fécondité, donc là, la fécondité est moins élevée parce qu'on a la dernière observation en 2019 était 1,6 enfants par femme et ça, ça reste constant pour la simulation dans la variante. Et là, ça donne une augmentation du coût budgétaire du vieillissement, de nouveau à cause de l'effet de dénominateur. Donc, on a une population d'âge actif moins élevée, moins d'emplois et un niveau du PIB plus bas,
ce qui fait que le poids des dépenses sociales est augmenté. Sur le slide suivant, nous vous présentons deux scénarios alternatifs macroéconomiques, c'est-à-dire par rapport à le taux de croissance de la productivité. Donc ici, on suppose un taux de croissance de la productivité qui est 0,3 points de pourcentage moins élevé que dans la base. Ça fait augmenter fortement le coût budgétaire du vieillissement jusqu'à 6,5 points de pourcentage des PIB. Et c'est à cause du fait que le niveau du PIB chute immédiatement par rapport au scénario de référence. Et ça termine avec un niveau du PIB qui est 15% en moins par rapport en 2070 par rapport à la base. Donc, de nouveau, ici, c'est un effet du PIB. Un effet de nominateur peut se faire, mais c'est beaucoup plus tard. C'est vraiment au très, très long terme parce que la croissance ralentie des salaires se répercute très, très lentement sur le montant des pensions. Dans le deuxième scénario alternatif macroéconomique, on suppose un taux de chômage qui est plus élevé, notamment 8% à partir de 2028 au lieu de 7% dans la base. Et ça donne une augmentation du coût budgétaire du vieillissement jusqu'à 4,7 points de pourcentage du PIB. Ici, il y a deux effets, notamment l'effet dénominateur que je viens de répéter déjà plusieurs fois. Et l'autre effet de nominateur, c'est le fait qu'il y a plus de chômage, ça veut dire plus de dépenses d'allocation de chômage. Donc, il y a ici une augmentation du coût budgétaire du vieillissement. Et ça, c'est mon dernier slide. Donc, le CEV dit seulement un mot sur ça, c'est sa compétence. Elle ne peut dire que des choses sur les dépenses. Par contre, le bureau des plans, notre modèle nous permet de dire plus que ça. Donc, on peut jeter un coup d'œil sur les finances publiques dans ce même scénario de référence du CEV. Donc, à l'échelle droite, vous pouvez lire l'évolution de la dette publique en pourcent du PIB. Et à l'échelle gauche, c'est surtout dans la ligne noire présente l'évolution du solde primaire et la ligne jaune, le solde de financement. On voit, si on regarde l'évolution de la dette publique, on voit à partir de 1995 jusqu'à 2007 une tendance à la baisse. Mais à partir de 2008, ça commence à augmenter. Naturellement, c'est dû au fait qu'on a cette crise financière et économique à 2008. Mais les dernières années, on a quand même l'impression qu'on avait la dette publique sous contrôle. Mais malheureusement, la crise Covid entrait et voilà, on est reparti pour une augmentation de cette dette publique. Cette augmentation de la dette est encore modérée jusqu'à 2030, puis la croissance devient plus sensible jusqu'à 2055. Ça, c'est à cause du fait, à cause de l'évolution du déficit primaire, mais à partir de 2055, on a de nouveau un effet boule de neige qui est là et c'est à cause du fait que le taux d'intérêt implicite devient plus grand que le taux de croissance économique. Et en effet, c'est une auto-alimentation de la dette publique avec les charges d'intérêt. C'est une situation intenable, insoutenable, mais
assez irréaliste, je dirais, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de facteurs qui modifieraient cette trajectoire de la dette publique. Mais ici, je vais m'arrêter. C'était le volet budgétaire du rapport CEV, sauf ce dernier slide. Mais il y a aussi un volet très important, c'est le volet social, sur lequel Philippe Donnet va vous raconter plus. Donc, je dirais, Philippe, the floor is yours. Merci Saskia. Avant de passer à la soutenabilité sociale, je voudrais signaler que le slide précédent, c'est le deuxième scoop de ce forum, puisque c'est quelque chose qui n'a pas encore été montré et qui n'a pas encore été publié. Alors effectivement, comme l'a dit Saskia, ceci est une situation intenable. Comme toute projection, je vais dire, comme je le dis très souvent, une projection de long terme, c'est probablement le seul chemin que nous ne connaîtrons pas, mais si on ne fait rien, c'est le chemin que nous suivrons. Et donc, il est un signal d'alerte ou une aide à la décision économique pour les autorités politiques et socio-économiques du pays pour prendre, enfin, l'espérons-nous, les bonnes décisions pour que ce scénario catastrophe ne se réalise pas. Slide suivant. Alors, le risque de pauvreté qui fait partie intégrante, qui est le cœur de la soutenabilité sociale de notre système de pension et de notre modèle social, le rapport du CEV aborde cette soutenabilité au travers du risque de pauvreté des pensionnés. Alors, en premier lieu, désolé de faire un peu de pédagogie ou d'explication conceptuelle, mais il convient d'expliquer ce qu'est la pauvreté pour l'économiste et en tout cas pour les membres du comité d'études de vieillissement. Tout d'abord, la pauvreté a un caractère multidimensionnel, c'est-à-dire qu'elle ne se réfère pas simplement à une insuffisance de revenus, et la crise sanitaire du Covid nous l'a montré, mais également par rapport à la santé, au logement, aux contacts sociaux. Ensuite, la pauvreté a un caractère relatif. Une personne sera considérée comme pauvre dans un pays, mais à un moment donné, mais non pauvre dans un autre pays à un autre moment, mais avec les mêmes conditions financières. Le rapport du CEV présente principalement la dimension monétaire, parce que c'est la dimension que nous savons la mieux projeter. Et pour nous, une personne est exposée au risque de pauvreté si son revenu net disponible équivalent est inférieur à un seuil de pauvreté. Alors expliquons ces notions. Le revenu net disponible équivalent d'un individu, c'est le revenu net de l'ensemble des personnes de son ménage, corrigé pour la taille de celui-ci. Le premier individu, il a un poids de 1. Les autres personnes adultes ont un poids d'un demi et les enfants de moins de 14 ans ont un poids de 0,3. Ensuite, on calcule le seuil de pauvreté qui est égal à 60% de cette médiane du revenu net équivalent du pays. Alors en chiffres, qu'est-ce que ça donne? Pour l'année 2017, selon l'enquête européenne UCIL, donc Survey on Income and Living Conditions, ça représente 1 184 € par mois. Et pour les années ultérieures, comme Saskia vous a montré, nous faisons des projections jusqu'à 2007 ans, nous projetons ce seuil de pauvreté par un modèle interne de microsimulation. Slide suivant. Alors, comment évolue ce risque de pauvreté en Belgique? Alors, nous pouvons le faire en fonction des différents statuts, des différentes catégories de la population, les 16 ans et plus, les travailleurs et les pensionnés. Alors, pour ceux qui sont habitués du rapport du CEV, il n'y a rien de neuf par rapport à l'édition précédente, parce que les nouveaux résultats de l'enquête européenne SILC ne sont pas disponibles, ils ne sont disponibles qu'à l'automne. Et donc, rien n'a changé à cet égard-là, mais regardons quand même ce qui s'est passé au cours des années précédentes. Le risque de pauvreté des travailleurs et de la population des 16 ans et plus demeure relativement stable entre 2003 et 2017. Celui des travailleurs est relativement faible, à 5%, et celui de la population est à peu près aux alentours des 15%. Par contre, le risque de pauvreté des pensionnés, lui, a fortement diminué au cours des années 2005 jusqu'en 2013, puis il est demeuré stable, mais on doit quand même remarquer qu'il est passé de 20% en 2005 à un peu moins de 15% en 2017. Ce risque de pauvreté est à noter, est inférieur à celui de l'ensemble de la population. Ça, c'est un effet
particuliers. Alors, deux facteurs qui expliquent cette évolution et cette baisse du risque de pauvreté des pensionnés. D'une part, l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail, qui permet d'avoir des carrières plus longues et donc des meilleures pensions, et les revalorisations des pensions minimum et de la garantie des personnes âgées, c'est-à-dire de la GRAPA, qui font partie du système légal de pension du premier pilier. Ça s'explique surtout par les effets mécaniques de la loi sur le pacte des générations de 2005 et l'attribution des enveloppes bien. Slide suivant. Alors ici, on va montrer ici l'évolution des montants des pensions minimum dans les régimes salariés et dans les régimes indépendants et la garantie de la GRAPA, en pourcentage du seuil de pauvreté. Alors, ici, le seuil de pauvreté qui est issu de l'enquête européenne, comme je l'ai dit. Précisons qu'il s'agit de montants maximum pour la GRAPA et des montants octroyés pour une carrière complète de 45 années dans le cas des pensions minimum. Le dernier seuil de pauvreté, je ne vais pas me répéter, c'est celui de 2017 et que l'on fait évoluer, mais la crise du Covid est passée par là, puisque dans 2020, vous avez une baisse du revenu disponible au niveau macroéconomique. Fatalement, le seuil de pauvreté bouge et ce seuil de pauvreté diminue mécaniquement. Mais en 2021, ça se corrige. Alors, les montants isolés, auto-isolés. La pension minimum dans le régime salarié est pratiquement toujours supérieure au seuil de pauvreté entre 2003 et 2017, de même que l'estimation pour les années suivantes. La pension minimum dans le régime indépendant et la GRAPA à partir de 2005 connaît de nettes augmentations, notamment dues justement aux revalorisations accordées dans le cadre des enveloppes bien-être. Et pour rappel, à la fin de cette année-ci, normalement, il doit y avoir un accord sur la répartition des enveloppes bien-être 2021-2022. Actuellement, la pension minimum dans le régime indépendant est alignée sur celle du régime salarié et donc proche de ce seuil de pauvreté. Pour la GRAPA, pour une personne isolée, on est environ 10% inférieur. Pour les automénages, les évolutions sont relativement similaires, mais on est en deçà du seuil de pauvreté. Alors, une petite remarque, et je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il ne suffirait pas simplement d'augmenter la GRAPA jusqu'au seuil de pauvreté pour éliminer les risques de pauvreté chez les personnes âgées, puisqu'il y aura un effet mécanique. Si vous augmentez la GRAPA, vous augmentez les revenus les plus bas, et donc vous modifiez la répartition des revenus, et donc les 60% de la médiane vont aussi glisser, et eux vers le haut. Donc il va y avoir un effet d'entraînement que vous ne rattraperez jamais. Je ne rentre pas dans les autres détails techniques, ce n'est pas l'objet ici. Slide suivant. Alors, on pourrait corriger par un autre facteur, c'est que le risque de pauvreté, ici, on ne tient compte que des revenus, il ne tient pas du patrimoine. Et une part importante du patrimoine des Belges, c'est la propriété de leur logement. Et donc, on pourrait ici corriger pour le fait de posséder, de ne pas posséder son logement en imputant un loyer. Alors, pour calculer le revenu disponible compte tenu du loyer imputé, le revenu disponible classique du ménage est augmenté du loyer imputé pour les propriétaires ou pour les locataires qui bénéficient d'un logement subventionné et est diminué des éventuelles charges d'intérêt hypothécaires. Pour les personnes de moins de 65 ans, l'intégration de ce loyer à imputer ne change quasi rien le risque de pauvreté. Ce sont les lignes bleues. Parce que si on leur impute un loyer, il y a la charge hypothécaire qui vient en plus. Par contre, pour les personnes de plus de 65 ans, l'intégration du fait d'être propriétaire de son logement réduit le risque de pauvreté. On passe d'un peu plus de 16% sans loyer imputé, c'est la ligne orange, à 10% avec loyer imputé, la ligne rouge en 2017. Ce risque de pauvreté pour les 65 ans et plus est dès lors bien inférieur à celui des moins de 65 ans. L'effet plus marqué pour les personnes âgées s'explique principalement par la proportion beaucoup plus importante des propriétaires sans charge hypothécaire dans ce groupe, comparativement à ceux qui ont moins de 65 ans. Et dès lors, les politiques, et j'en profite qu'on est dans un forum financier soutenu par la Banque nationale, les conditions restrictives
dont l'accès à la propriété au niveau des prêts hypothécaires peuvent avoir des effets générationnels importants. Mais même les conditions financières, même à taux zéro, ont eu des modifications de comportement sur le marché immobilier, où on voit que les cohortes de 20 à 30 ans, et même un peu au-delà déjà, on voit des taux de propriétaires qui sont inférieurs à l'ensemble de la population. Avant, on estimait que toute la population, quelles que soient les cohortes, on était à 70% de taux propriétaires. Dans la dernière cohorte qui peut avoir accès à la propriété, on est plus ou moins aux alentours des 50%. Donc, vous voyez que ça peut avoir des effets intergénérationnels importants. Dernier slide. Selon les perspectives de long terme du CFV en matière de taux de risque de pauvreté potentielle, celui-ci diminue tout au long de la période de projection. 3 facteurs explicatifs sont à la base de cette diminution. Premièrement, jusqu'au milieu des années 2030, les allocations minimum des personnes âgées croissent plus vite que le seuil de pauvreté. Ces allocations minimum sont revalorisées selon les paramètres du pacte de solidarité entre les générations, notamment indépendamment de la croissance des salaires. C'était un choix politique en 2005 et qui est toujours d'application. La participation croissante des femmes au marché du travail, en deuxième lieu, implique que davantage de femmes auront leur propre pension de retraite, des carrières plus longues et donc des pensions plus élevées. Et enfin, la réforme des pensions, et principalement le relèvement de l'âge légal de la pension, augmente également la durée de carrière des futurs pensionnés et donc leur pension et donc améliore leur situation. Je vous l'ai dit, il y a, et on le voit sur le graphique au tout début de la ligne rouge, il y a un effet un peu particulier de baisse du risque de pauvreté en 2020. C'est dû à l'effet technique dû à la crise du Covid qui est corrigé juste après. Donc, vous voyez qu'on est dans la tendance. Alors, si vous me permettez de faire un commentaire un peu plus de politique économique, ceci, je répète, est un instrument d'aide à la décision, mais il montre que le vieillissement est un véritable défi, un défi pour le futur gouvernement, les futurs gouvernements et les partenaires sociaux aussi. Et l'on voit que on peut mener des politiques paramétriques, mais que l'élément le plus important est celui de la croissance économique. En tout cas, c'est l'élément le plus sensible. Et que dès lors, même si la croissance économique ne peut pas régler tous nos problèmes, sans croissance économique supérieure, nous n'aurons pas de solution à nos problèmes de politique économique, de politique sociale ou même de politique environnementale. Et que donc, il est crucial de relever notre taux de croissance potentielle. C'est vraiment vital, même si pour certains, la croissance économique est devenue un vilain mot. Il est essentiel qu'il soit remis au cœur du débat de politique économique dans ce pays. Merci beaucoup. Un grand merci pour le respect magnifique du timing. Je ne vois peu de questions dans le chat, mais je suppose qu'elles vont arriver. Moi, j'en ai une, c'est une curiosité par rapport à la façon dont vous estimez la progression de la productivité dans les années qui viennent. Donc, je me souviens avoir vu passer une augmentation à partir de 2045. Qu'est-ce qui vous amène à formuler de telles projections? Alors, je vais peut-être répondre. Ici, c'est évidemment dans un cadre belge qui répond à une exigence légale du législateur belge de la loi de 2001. Mais nous essayons qu'il y ait une comparabilité par rapport aux travaux de l'Aging Working Group qui, lui, fait une hypothèse. C'est même pas une projection en matière de productivité, mais une hypothèse forte. Alors, je reconnais que c'est une hypothèse forte. D'ailleurs, quand on voit l'évolution de la productivité et de la croissance potentielle, on voit que c'est un problème majeur pour la Belgique. Dans les dernières années, la productivité a été soit nulle, soit même négative, ce qui renforce d'autant plus la conclusion de politique économique que j'ai menée. Et c'est pour ça que l'on a des analyses de sensibilité dans le rapport du CEV à cet égard-là. Parce que vous aurez vu que lorsqu'on passe d'1,2 en moyenne sur la période de projection à 0,9, donc c'est qu'un écart de 0,3 ou d'un quart,
On voit que dans la période 2020-2040, l'effet en termes de coût budgétaire du vieillissement n'est pas important, mais la croissance, c'est surtout une évolution géométrique et non pas arithmétique. Et dès lors, on voit que le coût budgétaire du vieillissement, entre 2040 et 2070, ça paraît très loin, hein, mais c'est demain en termes de politique économique. Au lieu d'avoir une économie qui commence à apparaître, de 0,7, on passe à un surcoût supplémentaire de 1,7%. Et donc, on voit qu'il y a un switch qui est vraiment important, non pas 1,7, 1,3%, pardon, excusez-moi, c'est quand même majeur, ça fait 2% qui s'ajoutent aux défis que l'on va connaître au cours des 20 dernières années, des 20 prochaines années. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas, Saskia, si tu voulais rajouter quelque chose. Apparemment, non. Oui, je voulais juste aussi accentuer qu'on colle avec l'hypothèse de Leading Working Group et ces projections de Leading Working Group sont souvent utilisées dans le volet de long terme de le pacte de la stabilité. Et ça sert aussi pour mettre les medium term objectives. Donc, c'est important qu'on est cohérent avec ces projections de Leading Working Group quand même. Alors, je vois qu'il y a une question de Jean-Marc Delporte que je salue. J'ai bien compris sa question sur la transmission des patrimoines. C'est une problématique très intéressante, mais je rappelle à l'ancien fonctionnaire des finances qu'il n'existe pas de cadastre des fortunes à cet égard-là et que dès lors, on n'est pas capable de faire des projections à cet égard. Donc déjà ici, en matière de correction par rapport à la détention de patrimoine, on fait déjà un travail considérable à cet égard-là, mais dans l'état actuel des connaissances, à la fois économiques et data, je pense qu'il est illusoire que nous puissions répondre à très court terme à cette question. Une question qui porte sur l'année spécifique de 2040. Est-ce que ce sera une année pivot? Alors, ça peut être 2039, ça peut être 2041, mais effectivement, c'est une période pivot à cet égard. Comme cette législature-ci est une législature pivot où vous avez la contribution démographique à la croissance potentielle qui, au lieu d'être positive, devient négative. Question plus politique concernant l'attitude du gouvernement actuel. Est-ce que vous avez l'impression qu'il tient compte des nécessités à long terme pour faire croître l'économie? Joker. Évidemment. Une question que je vois apparaître aussi via une autre source, mais je ne sais pas si c'est vraiment de votre domaine, où on demande quel avenir pour l'assurance groupe. Est-ce qu'il faudra forcer une rente obligatoire pour tout le monde? Alors, je ne vais pas répondre à cette question-là parce que je suis incapable d'y répondre. Mais nous sommes en train de travailler à la mise en place d'une base de données sur le second pilier, qui est déjà un exercice en soi titanesque. Nous avons un collaborateur qui travaille à ça avec la KUL. Et donc, nous attendons d'avoir cette base de données pour pouvoir faire des travaux plus importants et d'intégrer ça dans nos modèles de microsimulation. Mais ça, tu peux plus en parler. Oui, je vous ai perdu une seconde sur le deuxième pilier. Deuxième pilier, oui. Sur le deuxième pilier. Enfin, pour l'instant, on est en train de récolter le plus possible des données. Et le but est de faire aussi un modèle de long terme pour calculer, pour voir l'évolution de ce deuxième pilier. Mais je ne suis pas un spécialiste non plus, donc et le but est de donner année après année plus d'informations dans le rapport annuel du CEV. Donc ça va croître dans les années qui viennent, l'information qu'on va donner. Alors, Monsieur Alexandre Malieu trouve que ma réponse est trop prudente, mais vous m'excuserez, mais je ne suis pas politique. Je l'ai été. Je ne sais pas ce que réserve l'avenir, mais
dans la question sur le système de pension unique fonctionnaire, salarié, indépendant, je pense qu'il vaut mieux poser la question au conseil académique en cette matière-là, et dont un des illustres représentants, Monsieur Hendricks, est présent sur le chat, qui a des questions sur la pauvreté et sur l'analyse de sensibilité, mais je ne sais pas répondre puisque je ne vois pas quelle est sa question. Oui, effectivement, je découvre ça. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Ok, peut-être me laisser le temps à Monsieur Hendricks de préciser sa question. Je crains qu'il faut... Ah oui, mais Jean dit qu'il n'a pas accès au micro, donc Jean, tu dois écrire la question Ah sur oui, le chat. c'est uniquement par écrit, via le chat. Sinon, Saskia et moi serons très heureux de lui répondre en privé à ces questions. Bien sûr. Et je salue Jean par la même occasion. Je ne perçois pas d'autres Prise en questions. compte de la pension complémentaire, mais ça, c'est plus pour Saskia. Ben, c'est pas dans le coût budgétaire du vieillissement, la pension complémentaire n'est pas prise en compte. Ça, c'est bien le cas. Ok, Mais Ma on foi. répondra à Jean en privé, on l'appellera, parce que là, D'accord. En tout cas, il me reste à vous remercier, et particulièrement Madame Weymouth pour l'effort et que ça a été parfaitement réussi de réussir à faire cette présentation en français, ce qui, je le répète, n'était pas prévu encore avant 11 heures ce matin. Merci pour la souplesse. Le prochain rendez-vous sera dans 15 jours, le 31 août, et où nous aurons un spécialiste des finances publiques, Joseph ou Giuseppe Pagano, qui est professeur à Lumons, qui va nous tirer les premières leçons des crises, les deux crises financières, la crise financière de 2008 et celle liée au Covid, les crises du 21e siècle par rapport aux grandes crises du siècle précédent, quels sont vraiment les grands changements. Et nous avons un autre rendez-vous à la mi-septembre avec Dominique de Monté d'Agoria. On va aborder le thème « Réindustrialiser la Wallonie ». C'est maintenant, c'est bien entendu une des contributions à la croissance dont le paiement et la survie de nos pensions et de nos soins de santé dépendra dans une large mesure. Je vous rappelle qu'il est possible via le chat, via la zone Q&R de demander votre attestation dès maintenant et encore pour une petite demi-heure. Et un replay sera disponible sur la chaîne YouTube du Forum financier Wallonie via ce code-là. Lorsque vous aurez terminé votre session, vous serez redirigé vers une enquête de satisfaction. Merci d'y participer. Merci aussi pour vos suggestions de thèmes. Elles sont toujours très, très intéressantes et très suivies. Et il me reste à vous souhaiter un excellent après-midi. Merci, Monsieur Donnet. Hartelijk dank, mevrouw Weymouth. merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.